Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue dans Les Grains de Sable, la capsule qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Voca et je relis cette œuvre pour l'occasion, pour la faire découvrir, et je suis accompagné de Zef qui lui la découvre, et ensemble on va avancer petit à petit, et ça nous prendra le temps que ça prendra, mais on ira, je l'espère bien, jusqu'au bout. Aujourd'hui on va parler des numéros 3 et numéro 4, parus en mars et avril 1989. Deux numéros évidemment écrits par Neil Gaiman, et tous les deux dessinés par Sam Kiss et Mike Dringenberg, et mis en couleur par Daniel Vozzo. Alors on va commencer tout de suite avec le premier épisode, le numéro 3, donc, qui s'appelle « Rêve encore un peu de moi ». Oui, qui est donc une grosse référence à Ella Fitzgerald, qui est une chanteuse de jazz des années 60, si je ne dis pas de bêtises, comme ça, qui est un de ses tops, qui est encore connu, bien reconnu aujourd'hui, et repris à toutes les sauces. Alors dans cet épisode, on va retrouver Dream, Sandman, Morphée, qui est en quête du premier des 3 artefacts qu'il a perdu, à savoir sa bourse qui contient le sable du marchand de sable. Et pour cela, il va aller voir John Constantine, parce qu'il sait que c'est John Constantine qui est, ou en tout cas était en possession de la bourse en question. Et effectivement, il l'avait, sauf qu'il ne l'a plus. C'est une ex à lui qui l'a récupérée, une Rachel, qui est malheureusement devenue entre-temps une junkie au dernier stade de l'addiction. De ce sable. Qu'elle sniffe ou qu'elle mange, on ne sait pas trop. Il y a 2 choses qui sont super intéressantes dès le début. C'est que, c'est elle qu'on voit, on l'entend, entre guillemets, compter jusqu'à 100. C'est intéressant parce qu'elle compte comme si elle comptait les moutons pour s'endormir avant de reprendre une dose de grains de sable. Et on a en fait en narrateur de tout ça le rêve de Constantine qui est là. Et en fait, tout de suite, ça nous donne un gros changement de point de vue, parce que sur les derniers épisodes, on était sur le point de vue de Dream directement, qui était le personnage qu'on suivait. Là, on le suit encore, mais en fait, on a un changement de point de vue. On a celui de Constantine, John Constantine. C'est un épisode finalement qui est assez simple. C'est une histoire en ligne directe, j'ai envie de dire, bien menée. Petit récit horrifique. D'abord, il y a un building, si j'ose dire, jusqu'à l'arrivée de Morphée, puisqu'on est avec John Constantine cette fois-ci, qui sent que quelque chose arrive. Il y a cette phrase superbe où il dit il y a certains jours où on a l'impression que quelque chose veut nous dire quelqu'un. Ouais. C'est une phrase que je trouve très très belle. Et puis on sent que quelque chose arrive, puisqu'il écoute de la musique, et quoi qu'il écoute, c'est toujours des chansons en rapport avec le rêve. Oui, le marchand de sable d'abord, avec une musique des Chordettes de 54. On a Sweet Dreams, les deux, Sweet Dreams of You et le Sweet Dreams Are Made of This. Ouais. On a Dream Lover, on a un extrait de Power of Love, on a une chanson qui s'appelle In Dreams. Enfin, ça n'arrête pas. Ouais, c'est super. Et ça annonce cette arrivée, renforcée aussi par le personnage de la vieille mendiante Etty, dont on apprend qu'elle a 247 ans et qui prévient Constantine que le marchand de sable, que le maître des rêves est de retour. À noter qu'à ce moment-là, il ne la prend pas du tout au sérieux, mais force est de constater qu'elle a raison, puisqu'il est bien revenu. Il est bien revenu. Intéressant. Alors, 2 points. Constantine a été créé donc par Alan Moore en 85. Lui n'est pas au courant de qui est Dream du tout. Il ne connaît pas du tout ça, évidemment, parce que Dream a été capturé en 1916, donc il n'a pas pu le connaître, il n'était pas encore né. Et effectivement, alors Madetti, je suis allé voir quand même sur le fandom internet pour savoir qui c'était. Elle est créée spécifiquement dans cet épisode-là. Elle n'a pas d'autres occurrences. Elle a peut-être d'autres occurrences derrière, mais en tout cas, elle est créée ici. Et effectivement, il semble qu'elle se cache de Death. Il est noté qu'elle a caché son cœur à Death, donc elle peut pas mourir parce qu'elle n'est pas recherchée par la mort. Je trouve ça ultra mignon comme petite référence. Et donc, soudain, le Sandman se présente à la porte de John Constantine. Et vient lui réclamer la bourse. Ouais, alors juste avant ça, on a une double page d'un mec qui s'introduit dans la maison de Rachel pour essayer de la cambrioler. C'est un mec qui se tape un trip comme ça, en mode la journée je suis un gars bien, je vends des baraques, je crois, un truc comme ça, et la nuit je m'introduis chez les gens. Et effectivement, dès qu'il rentre dans la baraque, il sent tout de suite la puissance de cette bourse de sable qui a pris énormément de puissance dans cette baraque à cause du rêve et à cause de la drogue qu'elle en fait, que Rachel en fait. Et en fait, il y a toute une séquence de rêve qui est ultra cool et qui se termine juste pour le drop de Superman, pardon.
où il se rêve lui-même devenir Superman dans tout ça, et en fait il en meurt pas, mais il reste coincé dedans en fait du coup. Oui, parce que ils vont effectivement, Sandman et John Constantine vont évidemment se rendre dans cette maison. Après un petit détour par un box de Constantine où il pense trouver sa bourse. Là d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil. Dans les bouquins de Constantine, on voit un livre qui évoque l'élémentaire végétal. Oui. L'élémentaire végétal, c'est Swamp Thing d'Alan Moore, et c'est là que John Constantine a été créé, sauf erreur. Oui, exactement. Alors, en fait, c'est marrant parce que du coup, il y a un demi-drop juste avant où Constantine dit à Dream si t'es habillé comme ça, je sors pas avec toi dans la rue, un truc comme ça. Et donc, Dream se revêtit d'un impair qui ressemble à celui de Constantine, mais en version noir et blanc, juste pour la douille. Et en fait, le gars, Constantine lui dit tiens, il faudrait que je te présente un Big Green, il est comme toi, il a pas de sens de l'humour. C'est trop marrant. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, au changement de vêtements, le fait, c'est qu'il y a un contraste assez sympa dans cet épisode, c'est que dans les 2 premiers épisodes, on était quand même dans des univers très mystiques. Oui. Dans le premier, on était dans les années dans 1916, chez les sorciers, etc., dans la cave magique où il était emprisonné. Dans l'épisode 2, on était dans le monde du rêve. Et là, tout d'un coup, on débarque dans la réalité, si on peut dire ça comme ça. Et c'est super intéressant ce décalage de voir le seigneur des rêves tout puissant qui est dans un taxi en banlieue londonienne, quoi. Ouais. Je trouve que ça crée un contraste qui est propre aussi au personnage de Constantine, quoi. Mais c'est exactement ça. En fait, le changement de point de vue et en fait, on tombe effectivement dans un truc très alors je vais pas dire street level parce qu'on a quand même une puissance du rêve machin et tout, mais effectivement on tombe dans le récit de Constantine. On a l'impression qu'on a changé de complètement de comics. On est vraiment sur une autre façon de faire, même toutes les pensées encore sont conduites par Constantine du début à la fin. Oui. Et c'est ultra cool. Et en fait, ça met en avant aussi bien le personnage de Constantine et aussi, comme on disait dans les premiers épisodes, quand on parle pas du protagoniste, ça le rend plus puissant parce que ça lui donne plus de pouvoir, ça lui donne plus de mystère et ainsi de suite. Et là, ça fait un double effet qui se coule qui est trop cool. Et donc dans le box, Constantine tombe sur une photo de son ex Rachel et se rappelle que justement elle lui avait tout piqué en partant et tout revendu pour notamment tous ces Silver Surfers, ça m'a bien fait marrer. Ah oui. Pour s'acheter de la drogue, quoi. Et donc ils vont la retrouver, ils vont aller ils vont vouloir aller à la maison de son père pour la retrouver, et sauf qu'en fait c'est bien elle qui est, et que le père n'y est plus, en tout cas plus sous une forme tout à fait viable, j'ai envie de dire, puisque dans le dernier bout du récit, dans la maison, on vire vraiment un récit d'horreur, quoi. La maison est investie. D'abord on découvre justement le père qui a été répandu sur les murs. Ouais, complètement. Ouais. Il est répandu sur les murs, mais il est toujours vivant, ce qui est tout à fait gore et tout une à fait. Une forme de chair vivante qui a pris combat. Alors, je sais pas s'il a. Ouais, est-ce qu'il a été répandu ou est-ce qu'il a pris possession de la maison pour protéger Il y a un effet un peu Alien Corridor que j'aime beaucoup. Absolument. Et puis ensuite, plus loin dans le couloir, il y a des cauchemars, des rêves qui ont investi le couloir et qui essayent un peu de dévorer les gens. On retrouve le rôdeur complètement prostré. On ne sait pas trop s'il est vivant ou mort. Et il y a une petite séquence sympa où Constantine est pris dans un rêve de chute. Il se voit chuter et probablement mourir, et il est sauvé par Dream qui le sort du rêve. Et là Constantine dit un rêve, ce n'était qu'un rêve. Et la réponse de Dream est merveilleuse. Il dit ce n'est jamais qu'un rêve. Moi j'adore l'espèce d'humour un peu humour noir, un peu triste de Constantine quand il est en train de tomber en disant je suis en train de tomber et je vais mourir, et il dit non, c'est pas la chute qui tombe qui te fait mourir, c'est l'atterrissage. Ça fait penser à La Haine d'ailleurs. La haine de Kassovitz. J'ai pas vu. Parce que tout le film est entouré d'une narration d'un mec qui tombe d'un immeuble, et à mesure qu'il tombe, il dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Ah oui, c'est un second, bien sûr. Et enfin, on arrive dans la chambre où on voit Rachel. Alors là, on a vraiment une image d'horreur, hein. On a un corps ravagé par l'addiction. Moi, elle m'a fait penser clairement à la chambre 237 de Shining, quoi. Ah ouais, ok. Je pense pas que ce soit une référence volontaire, mais moi, ça m'y a fait penser. J'avais la rêve de... c'est plutôt du coup le film qui en prend pour rêve, c'est la rêve de Seven, quand ils vont dans la chambre du paresseux. Ouais, aussi, ouais.
Et donc effectivement, Sandman récupère sa bourse et il va y avoir un épilogue où on va une fois de plus être confronté à l'insensibilité et au détachement total de Morphée par rapport Est-ce vraiment l'insensibilité? on sait pas trop. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a récupéré sa bourse, il dit bon bah on y va, salut. Et Constantine dit non, enfin on va pas la laisser comme ça. Et lui il répond bah si. Elle va mourir lentement. Elle va mourir lentement dans la douleur, en souffrance. Et enfin, sous-entendu, je m'en fous. Et là, Constantine monte au créneau et il lui dit c'est pas possible, on va pas la laisser comme ça. Et vraiment, il se met très en colère. Et du coup, finalement, Morphée offre une mort apaisée à Rachel en la faisant passer par un rêve où elle se revoit belle, jeune, et elle va s'endormir comme ça. Et elle part avec Constantine. Ils sont amoureux tous les deux, ils partent dans le coucher du soleil. Ils partent dans le coucher du soleil. Donc, effectivement, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'insensibilité, mais finalement, il se laisse fléchir par Constantine pour offrir une fin douce à Rachel. Il y a un autre petit épilogue qui est marrant parce que Constantine lui dit du coup ok c'est réglé, elle est morte peacefully, même heureuse, et du coup Constantine lui dit j'aime pas trop être avoir des dettes. Ouais, avoir des dettes envers les gens ou leur demander un service quand ils me doivent pas quelque chose. Et il demande du coup à Dream moi je fais des cauchemars depuis 10 ans de Newcastle, qui je crois, je connais pas toute l'histoire de Constantine, mais je crois que c'est le départ vraiment de Constantine, de ce qu'il est en tant que personnage et de son cynisme et du reste. C'est là où il a tout perdu, il a fait un truc qu'il fallait pas. Il a perdu je crois que sa fille ou sa meilleure amie ou un truc comme ça, ou sa sœur. Et en fait, il lui demande de faire arrêter les cauchemars, ce que Dream consent à lui faire. Et je trouvais cette petite épilogue ultra cool. Et je serais curieux, et si vous le savez, je serais curieux d'avoir votre retour dans les commentaires ou ailleurs, de savoir si les épisodes de Constantine qui doivent être du coup en crossover à ce moment-là avec Sandman, si effectivement il y a un changement dans la narration de Constantine qui fait qu'il y a peut-être autre chose qui s'est passé, qu'il n'y a plus de cauchemar en fait. J'aurais trouvé ça cool. Eh bien oui, je ne sais pas non plus, et donc oui effectivement, si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. Ben voilà, c'était l'épisode numéro 3. Ouais. Et je l'ai vraiment surkiffé celui-là. Un des meilleurs pour l'instant, je trouve, même si les premiers sont bons, lui il est vraiment très bon. Dans la série, ils ont remplacé Constantine par, je crois que c'est sa fille ou un truc comme ça, parce que problème de droit. Et on est peu ou prou sur la même histoire, mais là vraiment ça sublime tout quoi. Les références sont très cool, le personnage de Constantine est vraiment, c'est le personnage que je voulais lire et voir quoi, donc c'est parfait quoi. Ben on va passer tout de suite au numéro 4 qui s'appelle donc Un espoir en enfer. Ouais. Qui pour le coup est un de mes préférés, vraiment. C'est vraiment cool. Pour le résumé extrêmement court, après avoir récupéré la bourse, il est temps pour Morphée de récupérer son casque qui se trouve en enfer. On sait qu'il avait été cédé à un démon, donc il doit se rendre en enfer pour y récupérer son casque. Donc on le trouve en intro de l'épisode sur la barge nocturne du rêve, et il se sert du sable de la bourse pour se rendre en enfer et rencontrer l'astre du matin. Alors Morningstar, voilà. Évidemment, on est dans une ambiance onirique. Complètement. Voilà. Et on retrouve le point de vue cette fois de Dream quoi. Il a plus de potes, il est tout seul. Il est tout seul et il fait un saut dans le vide littéralement pour arriver jusque devant la porte de l'enfer. Il est inquiet puisqu'on est dans son esprit. Il dit qu'il est inquiet de ne pas avoir assez de pouvoir, mais dit-il, il a l'espoir. Ouais, mais c'est gros reveal. C'est marrant parce qu'il saute dans le vide, il saute dans l'eau, dans une rivière, et en fait je me demandais s'il n'y avait pas une référence à finalement la rivière qu'on trouve en enfer, le Styx, un peu dans ce genre-là quoi. Il est sur un ponton, on voit de l'eau qui est pas vraiment de l'eau, qui est un peu de l'espace. Oui, on ne sait pas si c'est le vide, c'est trop. Je les trouve superbes ces planches. Non mais c'est parfait en vrai. Vraiment cette planche là où il est sur le ponton. Et voilà, on voit les vagues d'eau, donc on voit qu'il y a l'eau, mais il y a le reflet du ciel qui donne un peu l'effet d'espace et de vide. Et le Hope in Hell, donc le titre de l'épisode, j'ai envie d'avoir ce poster-là, quelque part chez moi. Il est
ultra beau, quoi. Il y a beaucoup de planches ultra belles dans cet épisode. Ouais, non, vraiment. Mais c'est magnifique. À la porte de l'enfer, alors il est un petit peu raillé par le garde qui est en place, mais il rappelle l'importance qu'il a, qu'il est lui-même un monarque dans son propre royaume et que par conséquent, il est un hôte ici en enfer. Et c'est alors que vient le chercher un personnage connu de l'univers d'ici, Etrigan. Etrigan le démon. Tu veux nous dire un mot sur Etrigan ? Bon, pas grand chose à dire en vrai. Créé en 72 par Jack Kirby, apparu dans Le Démon, numéro 1, tout simplement. Et donc il va lui servir de guide pour l'amener à Lucifer. Peut-être une légère référence à Virgile et Dante. Complètement. Voilà. Et il passe par le bois des Suicidés, dont on nous dit au passage que à l'époque c'était un bosquet et que maintenant c'est une forêt. Magnifique. Cette image, alors je sais pas si elle a une référence biblique ou ailleurs dans le monde, mais putain, l'idée de créer un bois où tous les arbres sont en mode souffrance et décrivent comment ils sont en train de mourir, putain, moi je trouvais ça à la fois merveilleux et tortureux, quoi. Ouais, c'est glaçant. C'est génial. Et ensuite là il y a une planche qui est très 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 importante, puisque Etrigan décide de le faire passer par les caveaux où sont emprisonnées les âmes. Et là Morphée est interpellé par une prisonnière en larmes qui s'appelle Nada. Elle le supplie de la libérer. Elle dit que son pardon seul peut la libérer. Faut noter au passage qu'elle le nomme Keikul et que lui change d'apparence. Oui. On suppose que c'est parce qu'il adopte la forme sous laquelle cette jeune femme l'avait connu. Et elle demande ne m'aimes-tu pas ? Et il répond 10 000 ans ont passé, Nada. Oui, je t'aime toujours, mais je ne t'ai pas encore pardonné. Oh, putain. C'est extrêmement puissant. On retrouve quelque chose de l'ordre de cette distance et d'une certaine... un truc à cheval entre l'insensibilité et le... Parce qu'il dit qu'il l'aime, vraiment, mais qu'en même temps, il lui a pas pardonné. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? On ne sait pas. Et que ça fait 10 000 ans qu'elle est condamnée à l'enfer parce qu'il peut pas lui pardonner alors qu'il l'aime. C'est quand même terrifiant. C'est terrifiant. Et effectivement, quand on parle de ce côté un peu... je vais pas dire pragmatique, mais stoïque de Dream depuis le début. En fait, je trouve que même l'intro, quand il arrive devant le portail, qui se fait railler par le petit démon de merde, et qui garde tout son stoïcisme en mode je te réponds aux questions même si tu me railles à chaque fois, et il y a qu'à la dernière où je te mets un petit coup dans la gueule pour te faire comprendre qui je suis. Je trouve que le personnage, du coup, il ressort d'autant plus, et qu'il garde... un peu cette puissance qu'on lui donne dès le début. Tu vois, sa première apparition, encore une fois, où il est très stoïque, tout ça. En fait, je trouve qu'il y a une justesse dans l'écriture et dans sa personnification. Et on n'est que à l'Ishuka, donc ça va encore, on se calme. Mais j'ai tellement hâte de le voir évoluer et voir comment il va justement garder ça. Et c'était assez bon dans la série, mais là, clairement, il n'y a rien qui peut représenter ça aussi bien que le comics, quand même. C'est fou. Et ce qui semble relativement clair, c'est qu'Etrigan l'a pas fait passer là par hasard. Bien sûr, il rigole très fort après cet échange. Et donc juste après, ils arrivent au palais de Lucifer. Alors on peut noter déjà qu'il y a une planche absolument splendide. De la cité de 10. Voilà, la cité de 10, le château de Lucifer, qui est Enfin, il faut le voir, c'est difficile à décrire. C'est un truc à la fois organique, avec des corps entremêlés, quelque chose d'insectoïde ou des espèces d'insectes, des démons, tout ça entremêlé sur une base rouge. De tête de bébé en train de vomir des vers. Voilà, c'est trop bien. C'est vraiment très très beau. Et apparition de Lucifer, Morningstar. Et là, je vais noter quand même que sur un peu moins après, mais en tout cas sur sa première image, sur la première planche, le personnage de Lucifer est dessiné de façon très androgyne. Sur la première image, complètement. C'est difficile de dire si c'est un homme ou une femme. Je le souligne parce que j'ai pas vu la série, mais je crois savoir qu'il y a eu un peu de polémique parce qu'ils ont casté une femme et qu'il y a des gens qui ont dit comment ça. Oui, ils ont casté Brienne dans Game of Thrones. J'ai oublié son Gwyneth, je sais plus quoi. Mais effectivement, qui était parfaite, hein, vraiment. Mais voilà, et meilleur Lucifer. Et quand on voit cette première planche, cette première apparition, ça fait totalement sens. Le personnage dans la BD est complètement androgyne. Sa première apparition, et là on voit vraiment du coup sa gueule, me fait énormément penser à David Bowie, complètement.
Franchement, absolument. on ressemble. Enfin, je trouve qu'il y a une putain de. Enfin, c'est très quoi. Moi, je l'ai vu, j'ai fait. Mais c'est David Bowie, c'est obligatoire. Et c'est ultra stylé, hein. Vraiment très cool. Hein. Donc, pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, ce Lucifer est donc représenté sous la forme d'un androgyne blond, vêtu de blanc avec 2 grandes ailes noires de chauve-souris. Parfait. Il est juste parfait. Dans leur premier. Pas de chauve-souris, hein. Vraiment pour moi, c'est des ailes d'ange, mais juste les plumes sont noires. Hein. Je suis plus tard, on obligé voit de te contredire parce que sur la planche d'après, on voit bien que ce sont des ailes de chauve-souris. Ouais, démon chauve-souris. Mais là, sur le premier, j'avais plus le côté. Mais t'as raison. À noter que dans ce premier échange, on évoque un peu plus les frères et sœurs de Morphée. Oui. Lucifer lui demande si sa famille va bien et il évoque le destin, la mort, le désespoir et les autres. Quand on découvre la série pour la première fois, à ce stade, on ne sait pas encore exactement combien ils sont, qui ils sont. Le destin a déjà été mentionné, j'en suis à peu près sûr, mais le désespoir, je pense que c'est la première fois qu'on l'évoque. J'ai un doute, mais peut-être qu'on l'a évoqué nous-mêmes, donc je me refais l'histoire. Ouais. Donc là, on avance petit à petit. Sauf erreur, voilà, la mort et le destin. Death avait déjà été mentionné. Ouais. Et le destin a été mentionné très très rapidement dans l'épisode, je crois, dès le premier épisode. Mais par exemple, le désespoir, c'est la première fois qu'on en entend parler. Et on apprend, sinon au passage, que Lucifer n'est plus le seul monarque de l'enfer. C'est parfait. Que désormais c'est un triumvirat. Et ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi c'est un triumvirat suite à une guerre civile. Et cette guerre civile a été déclenchée après l'attaque de l'obscur sur le paradis. Et ça, en fait, c'est un arc hyper important du Swamp Thing d'Alan Moore. Alors, tu sais quoi, je l'ai sur mon livre, dans ma palle, sur mon livre de chevet, j'ai le premier tome, je l'ai toujours pas ouvert, mais je sais que maintenant je vais y plonger direct. Pour le coup, oui. Vas-y, c'est génial. Et j'étais tout content de voir qui crée ce lien, quoi. C'est parfait, hein, vraiment. Mais là, tu vois, tu vois tous les liens avec tous les bonnes refs, ou en tout cas les arcs majeurs qui ont fait d'ici, quoi. Et pour le triumvirat, en l'occurrence, donc c'est Lucifer, Belzébuth, Seigneur des Mouches, et Azazel. Et ils sont assez géniaux graphiquement, quoi. C'est-à-dire que après le Lucifer splendide, très 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 beau, très classieux, on a angélique, absolument. On a 2 créatures complètement dégueulasses, hein, j'ai envie de dire. Belzébuth, le Seigneur des Mouches, c'est des yeux de mouche sur 2 pattes humaines. Et Azazel, c'est une boule composée d'yeux et de bouche. Ouais, on dirait un beholder de D&D. Voilà, si vous avez la rêve, vous savez. Oui, et ça pourrait aussi presque être un fantôme de Ghostbusters. Oui, complètement. Ouais. Mais parfait, effectivement, ils sont... Et donc à partir de là, Morphée réclame donc son casque et il va devoir passer par trois épreuves, trois étapes pour récupérer son casque. Alors j'ai une question, parce que avant ça, et qu'ils invoquent tous les démons de l'enfer pour savoir qui a le casque, on a une planche avec dedans une case où on voit le triumvirat, donc Belzébuth, Azazel et Morningstar, qui tient entre les mains ou qui est placé, j'ai pas l'impression, une horloge sous verre. Et du coup, j'étais en mode... Je l'ai pas vu avant, donc j'ai refeuilleté. Qu'est-ce que ça fout là ? Et je suis revenu et je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là en fait ? Alors je l'ai noté aussi, mais j'en ai pas la moindre idée. C'est ouf. Et en fait, je me dis, il y a une ref, il y a forcément une ref, c'est pas fait au hasard. Mais voilà, j'étais étonné. Bon, je me disais peut-être que tu savais, il y avait peut-être un peu plus tard, mais c'est voilà. Si vous avez la réponse dans les coms. Pareil. Donc oui, il va y avoir trois épreuves entre guillemets. La première épreuve pour Morphée, c'est déjà de retrouver le démon qui est en possession de ce casque parmi les millions de démons que contient l'enfer. Et c'est l'occasion d'une double planche absolument splendide. Incroyable. Où le triumvirat plus Morphée sont posés au sommet d'un promontoire et on a une vue sur les plaines de l'enfer remplie de démons, tous plus barjots les uns que les autres. Ça prend une tour. J'aime pas toujours les dessins de Dringenberg et Kiss, mais dans cet épisode, ils sont particulièrement parfaits, quoi. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que dans tous les récits où on parle de l'enfer, où on montre l'enfer, hein, il y a une forme de délire toujours un peu mystique, joli. Tu sais, c'est du démon un peu soit sexy, soit beau, soit un truc qui donne toujours un peu envie, qui est un peu désirable. Là, il y a rien. Ah ouais, non. Il y a tout qui fait que c'est crado en fait. Ouais, les mecs ont des têtes
toutes cheloues, t'as des têtes de lézards sur des corps humains, des têtes de babouins, vraiment des trucs à des milieux d'eux. Ils sont grotesques. Quoi. Ils sont grotesques, ils sont moches. Tu sens qu'il y a un truc c'est les laissés pour compte, c'est les crados. T'as rien envie d'avoir à faire là-dedans, en fait. Il y a rien qui t'attire dans cet enfer. Non, du tout. Et cette première étape, il va la passer très facilement grâce au sable de la bourse. Il va tout de suite identifier le démon qui est en possession de son casque. En l'occurrence, le démon Coronzon, un duc de l'enfer, féal de Belzébuth. Alors, j'ai cherché, il est trop fort ce mec. Coronzon est un démon qui trouve son origine dans des écrits du XVIe siècle des occultistes Edward Kelly et John Dee. Évidemment. Encore lui, John Dee. Et au XXe siècle, ce démon a aussi pris beaucoup d'importance dans les écrits de Aleister Crowley, qui était aussi un occultiste très connu. Donc, comme toujours, avec Neil Gaiman. C'est celui qui est à la base de la Bible satanique, si j'ai pas de conneries. Oui, je crois bien. Et comme toujours, des références pointues, précises. Et va arriver donc la deuxième étape, c'est que ce démon, Coronzon, il a acquis le casque à la régulière, avec un échange que l'humain qu'il avait en sa possession. Et donc, il propose un défi à Morphée pour le récupérer. S'il gagne, il aura le casque. S'il perd, il restera prisonnier en enfer. Et donc le défi il est magnifique. Ouais, j'adore. En fait, j'étais pas surpris ni dans la série quand je l'ai vu. Dans la série, c'est Lucifer qui fait ça versus Dream, donc il y a un côté un peu plus épique là-dedans. Mais et surtout, t'as l'actrice qui a une voix absolument merveilleuse qu'il faut absolument l'écouter. Elle peut faire de l'ASMR. Mais ce type de défi, je l'ai déjà vécu, lu dans plusieurs trucs de type Conan. C'est un truc de défi de magicien en fait, on se regarde dans les yeux, on s'invente une histoire. Et je trouve ça trop cool. C'est vraiment le défi un peu d'enfant en fait presque. Mais je te dis la créature et tu me dis une créature qui va la tuer et on va monter en surplus quoi. Mais alors déjà petite chose avant, c'est que ça bascule d'ambiance et c'est très drôle, c'est qu'il bascule dans un décor de stand-up comedy club qui fait très je crois que ça s'appelle La Route de la Gloire ou À Croisée des Chemins ou un truc comme ça, tu sais, le truc de il y a un film comme ça sur le jazz, le blues un peu stylé où c'est un peu une légende dans le côté Mississippi où t'as les gars qui veulent devenir des très bons chanteurs de blues et de jazz et ils vont à la croisée des chemins, ils rencontrent le diable et ils font un défi avec lui dans un bar. Je connais pas ce film mais ça donne envie de le voir. Je retrouvais le titre, c'est absolument merveilleux, il faut le voir. Et en fait du coup effectivement ils vont dans un club de jazz où ils font un truc de gratteur de guitariste en défi avec le diable. Et en fait, ça faisait très ça, en fait. Tu vois, on change d'ambiance, on arrive dans un truc dans Hellfire Club, quoi. Tu vois, c'est tellement stylé. Donc le défi, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un défi qui consiste à chacun à nommer une créature et l'autre doit rapidement nommer la créature adverse qui va la battre. C'est un affrontement façon Merlin l'Enchanteur contre la sorcière dans Exactement, le Disney. Voilà, oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a le même code couleur, hein. Dans le Disney, effectivement, et il y en a un qui est rose et un qui est bleu. Et là, c'est pareil. Tout ce qu'ils évoquent se matérialise sous forme, pour l'un en rose, pour l'autre en bleu. Donc pour moi, clairement, il y a une référence qui ne peut pas ne pas être voulue au Merlin l'Enchanteur. Complètement. Je suis complètement d'accord. Et ils ressentent les effets de la mort de l'autre à chaque fois. Enfin, quand en fait, il explique à un moment que le démon prend le truc d'un serpent. L'autre prend un buffle qui écrase le serpent et en fait il dit je sens le serpent être écrasé sous mon sabot et sa colonne vertébrale écrasé par tout ça en fait. Donc il y a un côté un peu physique de ressenti. Et donc bon, alors c'est évidemment la fin est splendide, la fin du défi. Donc ça commence par il y en a un, Coronzon dit je suis un loup. Morphée répond je suis le veneur sur son cheval, ensuite je suis le thon qui pique le cheval, je suis l'araignée à 8 pattes qui dévore le thon. Et donc ça monte en puissance, c'est une véritable escalade jusqu'à ce que finalement Morphée dise je suis l'univers renfermant toute chose, accueillant toute vie. Donc là on est très très haut, ce à quoi Coronzon répond je suis l'antivie, la bête du jugement, l'obscur au terme de tout, la fin des univers, des dieux, des mondes, de tout. Que genre comment faire mieux, et la réponse je suis l'espoir. Bam. Drop the mic. c'est juste parfait en fait. Ouais, c'est génial. Et franchement, enfin cette scène à lire quoi. Chaque case entre cases entre guillemets et dessiner des moments du bar avec encore une fois ces démons complètement pétés dans tous les sens. Il y a un rythme qui est excellent.
c'est de la prose, vraiment c'est ultra agréable à lire et la fin est merveilleuse, tout se pose, tu sens en fait Dream qui croise les bras, qui dit je suis l'espoir, point, et il n'y a plus rien, tout le monde est abasourdi quoi, c'est trop bien. Il essaie, il y a vraiment un effet drop de mic. Et donc il a gagné, il va récupérer son casque et Coranzon est emmené puni parce qu'il a perdu. Et puis il y a une troisième petit défi en guillemets, c'est qu'évidemment Lucifer, qui est un menteur par essence, refuse de laisser Morphée partir. Il lui dit qu'il ne peut pas s'échapper, que ici le rêve n'a aucun pouvoir en enfer. Et là déjà qu'avec je suis l'espoir, il avait mis la barre très très haut en termes de punchline, si j'ose dire. Les stocks finales, c'est Morphée qui répond à Lucifer, qui lui dit qu'il n'a pas de pouvoir ici. Quel pouvoir aurait l'enfer si ceux qui sont captifs ici ne pouvaient pas rêver du paradis? Donc victoire, voilà. c'est merveilleux. Victoire par chaos, la foule s'écarte et on le laisse partir. Et Lucifer annonce un jour: je le détruirai. Tellement beau, putain, tellement stylé. Vraiment, les doubles planches là-dessus, sont merveilleuses. Enfin, c'est pas une double planche, mais t'as un effet sur la fin où Dream est en train de partir et la foule s'écarte au fur et à mesure, avec l'ombre de Lucifer en contre-jour, donc on voit vraiment que son ombre découpée. Et c'est vraiment ouf. Je surkiffe ça. Ouais, cette planche est splendide, effectivement, oui. Parce que l'ombre de Lucifer prend toute la page, ouais. Et court sur les 4 mêmes cases où on voit la foule s'écarter et Morphée partir. C'est très très beau. Il reste une dernière planche d'épilogue où on revient au personnage de John Dee, du coup personnage de DC, enfermé à Arkham, dont on apprend que sa mère est morte, ce qui a l'air de... J'ai pas vu que c'était Arkham Asylum. Dont on apprend que sa mère est morte et il a pas l'air trop mal, il dit c'est ce que j'ai toujours voulu. Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? On verra. Et d'ailleurs, mon cher Zef... Ah, attends, parce que c'est pas ce qu'il a voulu, c'est on lui drop un œil. Oui. C'est ça en fait. Ouais, c'est l'œil qu'il a toujours voulu, effectivement. Oui, enfin, tu vois, pour moi, c'était pas. Oui, mais est-ce que c'est l'œil de. C'est l'œil de sa mère. Je sais pas clair. Si c'est l'œil de sa mère. C'est pas clair. J'ai l'impression. C'est chelou. Ouais, effectivement. Et donc, on continue ? On continue, bien sûr. C'est merveilleux. À chaque fois, je me plonge. Vraiment, je joue le jeu. En plus, j'ai pas tout lu. Donc, à chaque fois qu'on prépare l'émission, je lis exactement ce qu'il faut. Mais c'est une torture. Et parce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer plus régulièrement, comme ça t'apprendras moins. Obligé. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt. Ciao. Fin de transmission.